Allô, bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre de la modernisation du Québec et la Révolution tranquille. Dans cette vidéo, on va se concentrer encore sur la période de l'après-guerre, donc entre 1945 et 1960. Dans la première vidéo, on s'était concentré sur le contexte mondial de cette période-là, sur la population au Québec, sur la société de consommation aussi qui se développait au Québec, de l'économie dans la province. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer un peu plus sur la politique, donc les relations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial du Québec. On va parler d'autonomie provinciale, on va parler aussi de l'éducation, de la santé et du rôle de l'État et du rôle de l'Église. Donc, c'est ça qui va être abordé dans cette mini-récup. Tout d'abord, on va parler un petit peu de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis est le chef de l'Union nationale, donc qui est un parti politique au Québec à cette époque-là. Il est premier ministre du Québec de 1944 à 1959, donc dans toute la période de l'après-guerre, c'est lui le premier ministre. Il a déjà été une première fois premier ministre là, de 1936 à 1939. Mais là, on s'intéresse vraiment à la période là, 1945-1960. On va commencer avec une petite question. Maurice Duplessis est le défenseur de quel principe politique? L'autonomie provinciale, la centralisation fédérale ou l'interventionnisme? Il est le défenseur de l'autonomie provinciale. Tout d'abord, on va y revenir là, sur l'autonomie provinciale, mais on doit mettre quelques bases avant de se plonger là-dedans. Le petit schéma qui se trouve ici, c'est pour faire un rappel un peu de l'AANB, donc de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, donc où le Canada est devenu un pays et où il y a les provinces, là, certaines provinces qui se sont formées. À ce moment-là, il y a le Québec, par exemple, qui est une province. Lors de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, il y a un gouvernement fédéral qui est comme le gouvernement central, qui est le gouvernement du Canada. Et il y a les gouvernements provinciaux. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple là, du gouvernement du Québec parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Les cercles. C'est pour représenter les pouvoirs de chacun. Donc, il y a un gouvernement fédéral qui est central, donc qui s'occupe de plusieurs éléments du pays. Le cercle est un peu plus petit que celui des provinces. C'est pour montrer que dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique, les provinces, même s'ils sont sous un gouvernement fédéral, ont quand même beaucoup de pouvoir. On parle dans la ANB de partage des pouvoirs, de partage des compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on se rappelle le partage des compétences. Donc, par exemple, les gouvernements provinciaux, ils vont s'occuper de la santé, de l'éducation, tandis que le gouvernement fédéral, par exemple, va s'occuper de l'immigration, qui va devenir aussi une compétence partagée, donc que le Québec va pouvoir s'occuper aussi. Donc, c'est ça les compétences. On se les sépare. C'est un petit rappel parce que c'est quand même important pour ce dont on va parler. Pendant la guerre, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour faciliter les choses, le gouvernement du Canada va centraliser les pouvoirs, certains pouvoirs, dans le but de faciliter la gestion. À ce moment-là, on peut illustrer ça de la manière suivante, là. Donc là, je l'exagère vraiment beaucoup, puis il est vraiment pas centré, mais c'est pour te montrer que le gouvernement fédéral va prendre plus de pouvoir pendant la guerre pour faciliter, comme je disais, la gestion des choses. Mais là, la guerre est terminée. Le gouvernement fédéral, il veut garder ces éléments-là pour la suite. Donc, il avait dit, par exemple, c'est seulement moi,
je parle au nom du gouvernement fédéral, qui va percevoir les impôts pendant la guerre. Ben, après la guerre, ben, vous allez pouvoir retrouver la perception des impôts. La guerre est finie et c'est toujours le fédéral qui perçoit les impôts, qui veut continuer de percevoir les impôts. Mais ça ne fait pas le bonheur de tout le monde, de toutes les provinces, et ça ne fait pas le bonheur du Québec de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis veut plus d'autonomie, donc il veut que la province ait plus d'autonomie, qu'elle s'occupe de ces choses, par exemple, de la perception des impôts. La perception des impôts, en fait, Maurice Duplessis va se battre pour tenter de la revoir. Donc, c'est un des éléments là, sur lequel il va mettre des efforts pour donner plus d'autonomie au Québec. D'autres éléments, le fédéral, là, le gouvernement fédéral avait implanté des programmes sociaux pour aider la population. Il donnait aussi des subventions aux hôpitaux, qui est une compétence provinciale. Donnait des subventions aussi aux universités, qui est de la compétence provinciale de l'éducation. Donc, il continuait un peu à s'ingérer, donc aller dans les affaires des provinces. Et ça lui donnait comme plus de pouvoir, mais ça ne faisait pas l'affaire de tous les premiers ministres, dont Maurice Duplessis. Lui refusait cette ingérence-là du gouvernement fédéral. Il a refusé certaines subventions du fédéral en prônant l'autonomie provinciale. L'autonomie provinciale, ça va se voir de différentes façons. Donc, il va mettre de l'avant vraiment le Québec qui veut... Et Maurice Duplessis n'est pas un séparatiste, donc il ne veut pas se séparer du Canada. Mais il veut vraiment que ses compétences soient respectées. Un élément qu'il va mettre en place et qu'on a encore trace aujourd'hui pour mettre de l'avant le pouvoir de la province de Québec, c'est l'adoption d'un drapeau. Donc, Maurice Duplessis va faire adopter le drapeau fleur-de-lysée. Donc, c'est un symbole aussi de l'autonomie du Québec. Pendant son mandat, donc pendant qu'il va être là entre 1944 et 1959, il va réussir à ramener une partie des impôts au provincial. Et encore aujourd'hui, on a des traces de ça au Québec. Donc, tu pourras demander à tes parents doivent remplir, et éventuellement toi, devras remplir 2 rapports d'impôts. On a un rapport d'impôt au fédéral, donc pour le gouvernement du Canada, et on a un rapport d'impôt au provincial, donc au Québec. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, on est la seule province encore aujourd'hui à avoir 2 rapports d'impôt. Ça permet vraiment de ne pas avoir à attendre après le fédéral pour utiliser l'argent et pour pouvoir l'investir dans les compétences provinciales. Maurice Duplessis donc, a dû se battre pour ça et c'est en 1954 qu'il y a eu la loi pour percevoir les impôts au provincial. Par la suite, il y a quand même eu d'autres discussions avec le fédéral pour s'assurer que même si les Québécois ont des impôts fédéraux et au provincial, bien qu'au total, ils n'en paient pas plus, par exemple, que l'Alberta. Donc, ça s'est placé là, dans l'année, dans les quelques années qui ont suivi. Donc, ça, j'ai pris l'exemple des impôts parce que ça a été quand même un élément important là, après la guerre, mais c'est juste pour démontrer que Maurice Duplessis tenait vraiment à ce que le Québec ait son autonomie tout en restant dans le Canada. Donc, dans l'AANB, on avait des compétences. Compétences de l'éducation, de la santé. Eh bien ça, le gouvernement Duplessis veut que ça soit respecté, que le gouvernement fédéral respecte ces compétences-là. Maintenant, on va aller du côté de l'éducation et de la santé. Il faut seulement se remettre en tête qu'à cette époque-là, la religion catholique est très présente. Donc, la majorité de la population du Québec pratique la religion catholique. Il y a aussi beaucoup de personnes entre 1940 et 1960 qui vont, beaucoup de Québécois et Québécoises, qui vont entrer dans des communautés religieuses ou des hommes qui vont devenir prêtres. Ça fait en sorte que la religion est très présente partout dans la société
et qu'il y a beaucoup de contacts entre la population et la religion catholique. Ce sont, par exemple, les communautés religieuses qui s'occupent de gérer l'éducation et également la santé. On voit ici une image, là, on voit une religieuse qui est à l'avant de la classe, donc c'est elle qui donne les cours. Donc, il y a encore beaucoup de religieuses, je dis religieuses parce que c'est majoritairement des femmes en éducation à cette époque-là, qui vont donner les cours, vont donner toutes les matières, mais également l'enseignement de la religion. Du côté de la santé, ce sont aussi, il y a aussi beaucoup d'infirmières religieuses, mais dans les deux sphères, il y a même si le contact avec la religion est quand même grand, il y a de plus en plus de personnes laïques, donc beaucoup de femmes laïques qui vont devenir et enseignantes et infirmières. Comme on vient de voir, la santé et l'éducation sont gérées par l'Église, par les communautés religieuses. Donc, c'est pas Duplessis, c'est pas le gouvernement qui s'en occupe, c'est vraiment l'Église. On parle donc de l'intervention de l'Église dans les affaires de l'État et c'est ce qu'on nomme le cléricalisme. C'est sûr que le gouvernement Duplessis va subventionner, par exemple, le clergé qui s'occupe de l'éducation et de la santé, mais ça va être pas mal ça. Et ça, donc, l'importance de la religion dans l'éducation et la santé, la place que la religion occupe, c'est quelque chose qui caractérise le conservatisme social qui est présent sous le gouvernement Duplessis. Donc, le conservatisme social, ça prône le respect des traditions, donc de ce côté-là, le respect de la religion catholique. Duplessis met aussi de l'avant le nationalisme québécois, donc on le voyait un peu tantôt avec l'autonomie provinciale. Et le conservatisme social, comme je le disais, prône les traditions, le respect de l'Église. Donc, les traditions, on va parler un peu là du mode de vie rural, de la langue française, de la religion catholique. Mais tout ça, ça va un peu en opposition avec la modernisation du Québec qui est en train de se passer, là. On se rappelle dans la vidéo précédente, on avait parlé de la société de consommation, donc du mode de vie américain où on consomme de plus en plus d'éléments qui ne sont pas nécessaires. Mais ça va un peu à l'encontre du mode de vie traditionnel qui est prôné par le gouvernement Duplessis. Donc, il y a certaines personnes dans la population qui vont contester cette manière de gouverner-là. On va y revenir dans quelques instants. D'autres petits éléments par rapport à Maurice Duplessis. En fait, Duplessis, c'était une personne qui s'opposait au communisme. Je fais le lien parce que dans le monde, on se souvient que pendant cette période-là, le communisme prend quand même de plus en plus de place dans l'espace mondial et il y a plusieurs pays qui vont lutter contre le communisme. Eh bien, c'est le cas de Duplessis parce que pour lui, ça va en opposition avec ce qu'il prône, soit le libéralisme économique. De plus, Duplessis, comme on disait, il y a les traditions, l'importance de la religion catholique, eh bien, ils vont imposer de la censure, par exemple, au cinéma. Donc, il y a des éléments qu'il ne veut pas qu'ils soient mis de l'avant, comme par exemple des scènes de nudité ou qu'on ridiculise l'Église, donc l'institution de l'Église, dans des films, par exemple. On va aller maintenant avec la contestation du gouvernement Duplessis. Donc, je t'ai dit il y a comme quelques instants que ce mode traditionnel-là, cette manière de gérer le pays, donc qui va un peu en opposition avec la modernisation du Québec, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a de plus en plus de groupes, de différents groupes, par exemple des artistes, les groupes féministes, qui vont s'opposer au conservatisme social de Duplessis. Ces contestataires sont, au début de la période, quand même en minorité, mais leurs idées font quand même leur bout de chemin, puis ça va amener des remises en question dans la société. Donc, une remise en question sur comment on veut gérer la société, comment on veut gérer, par exemple, la santé, l'éducation. Donc, est-ce que l'Église devrait prendre autant de place dans les affaires de l'État? Donc, c'est les idées des personnes qui contestent, vont quand même amener des réflexions dans la société. Un exemple d'un
d'un élément qui va dénoncer un peu les politiques de Duplessis puis la place de l'Église, c'est le refus global. Donc ça, c'est la page couverture du manifeste Refus global. Donc ce sont différents artistes qui, comme je le disais, à l'intérieur de ce livre-là, vont contester les politiques de Duplessis et la place de l'Église. Et au fil des ans, donc au fil de la période de l'après-guerre où Duplessis est au pouvoir, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont contester sa manière de gérer la province. Et il y a plusieurs personnes, comme je le disais, vont réclamer l'entrée du Québec dans la modernité, là, qu'on mette un peu de côté là, tout ce qui est de la vie traditionnelle, rurale, religion catholique, etc. C'est ce qui termine la deuxième vidéo sur le chapitre « La modernisation du Québec et la Révolution tranquille ». Très brièvement, dans cette vidéo, on a parlé du gouvernement Duplessis, comment ça fonctionnait, donc la place de l'Église aussi dans la société à ce moment-là. Et tout ça, ça s'inscrit dans la modernisation du Québec. Donc, dans la première vidéo, on a parlé de l'entrée du Québec dans la modernité, dans la société de consommation, donc le American Way of Life. Dans la prochaine vidéo, on va commencer la période des années 1960 qu'on appelle la Révolution tranquille.